Bonjour à tous, merci pour votre venue. Je suis Olivier Magnan, rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle Éco-Réseau Business, qui plonge tous les mois dans les aventures entrepreneuriales de tout ce qu'on peut vivre en France et dans le monde, et qu'on aborde généralement sous l'angle le plus positif des choses. D'ailleurs, vous remarquerez peut-être dans le salon, vous avez déjà vu notre stand Éco-Réseau TV, qui lui est une autre production d'Éco-Réseau. Et on a passé les 2 jours du salon à interviewer des entrepreneurs. Tout à l'heure, la ministre Olivia Grégoire. Donc, si vous avez envie de passer sur ce stand pour prendre des exemplaires gratuitement, vous êtes les bienvenus. Et alors, je parlais d'événements, d'aventures entrepreneuriales positives. On peut dire que le nouveau phénomène des freelances, des indépendants, fait partie de ces aventures positives. On a vu, bien entendu, avec l'avènement des j'ai un petit chat dans la gorge, l'avènement des startups qui ont drainé des centaines de milliers, des millions d'indépendants et de nouveaux freelances. Non, ouais. Des millions. Des millions sans doute. Hein. Bon, on a vu à quel point tout ça a commencé à grossir et à vivre en France. Tout à l'heure, on a déjeuné avec l'ancien ministre Hervé Novelli, qui a été le créateur de ces auto-entrepreneurs qu'on appelle maintenant micro-entreprises. Décidément, j'ai quelque chose qui passe mal, mais ça va aller mieux. Et donc, nous sommes effectivement dans un domaine extrêmement positif, dynamique. D'ailleurs, j'ai regardé un peu les sources. Il y en a combien en France des micro-entrepreneurs, des freelances? J'ai vu 3 millions et demi. Vous avez d'autres statistiques, Maxime, peut-être? Il y a pas mal de sources un peu différentes. C'est un peu la police et les syndicats. Mais on a, selon l'INSEE, 3,5 millions d'indépendants en France. Ok, voilà. Ça fait déjà un très très beau chiffre. Hein. Et ça crée de nouveaux codes qui sont en devenir. Alors justement, pour en parler, j'ai 4 invités qui sont les mieux placés pour en parler, parce qu'ils ont vraiment plongé tous dans cette matière vivante qu'est le freelancing et l'indépendance. Je commence par Christophe de Becq-Delièvre, qui est le créateur du RNB, hein, comme on dit, du RNB du freelancing, qui s'appelle le hibou. Exactement. Vous allez le présenter un tout petit peu plus avant tout à l'heure. Je suis vraiment navré. C'est la première fois que ça m'arrive et j'ai vraiment un chat dans la gorge. Ça va passer. Maxime, vous avez créé Jump il y a 2 ans. Vous allez aussi présenter votre entreprise. On verra comment vous avez monté un partenariat avec le hibou. Christophe Dargny, vous êtes le DRH de Mano Mano, cette plateforme gigantesque consacrée au jardinage et au bricolage. Et Philippe Cahen, que je suis très content de rencontrer parce que je vous ai publié pendant des années avec vos signaux faibles, que je ne vous avais pas encore rencontré, donc c'est l'occasion de le faire. Alors, Philippe Cahen, lui, est le créateur du concept de signaux faibles. Il va vous en parler dans un instant. Et là, je reviens vers vous, Christophe de Becq-Delièvre, pour vous demander de présenter. Je ne sais pas ce que j'ai, hein, mais ça va. Alors, moi, c'est pas un chat, c'est un hibou. C'est un hibou. J'ai dû avaler des plumes, je ne sais pas, mais bon. J'ai quand même une petite annonce avant d'entamer les débats. D'une part, vous signalez que la conférence est enregistrée. Alors, j'espère qu'ils vont pouvoir monter le son, là. Que la conférence est enregistrée et que vous pourrez la suivre sur le site dans quelques semaines. Et l'autre annonce, c'est que vous pouvez donner votre avis, il est même le bienvenu, sur hashtag dièse, comme vous voulez, SME. Alors, vous direz que le présentateur avait un chat dans la gorge et que ça a été très désagréable, mais tant pis. Ok, alors ces annonces faites, Christophe, parlez-nous un peu de votre hibou et la façon qu'il a d'observer les choses à 360 degrés. Alors, tout d'abord, peut-être pour introduire le sujet, ce que je vous propose, c'est d'expliquer pourquoi finalement on est devant vous aujourd'hui, parce qu'en fait, on assiste à un phénomène assez intéressant depuis une dizaine d'années en France, qui est une sorte de bascule entre le CDI et le statut d'indépendant,
qu'on appelle aussi des freelances, puisque nos amis anglais ont déferlé avec leur anglicisme. Et globalement, en fait, je pense qu'on est juste en train de, pas de copier, mais de suivre un mouvement que les anglo-saxons avaient amorcé avant nous. Et on voit notamment aux États-Unis, il y a des plateformes comme Upwork qui ont vraiment cartonné, qui existent depuis longtemps et qui maintenant sont des plateformes mondiales qui permettent à des gens un peu partout dans le monde de travailler en tant que freelance à travers des plateformes. Et donc, moi, en fait, j'ai identifié ce mouvement il y a 7 ans quand j'ai créé le Hibou, tout simplement parce qu'auparavant, je gérais une autre société qui était une société de conseil spécialisée dans la data et avec un modèle du coup de salariés. Et je commençais à voir qu'il y avait une bascule qui s'opérait entre les gens qui sont salariés et qui voulaient devenir indépendants de plus en plus, qui nous quittaient finalement parce que je pense que leur sentiment d'appartenance à leur propre employeur était limité du fait qu'ils étaient en mission chez des clients. Et donc, on a vu s'opérer cette bascule autour du freelancing. Et puis, je n'avais pas imaginé que 7 ans plus tard, le mouvement serait aussi important. Très bien. On peut vous appeler le pourvoyeur des missions, hein, si on veut Exactement. parler en termes de missions. Maxime, Jump, vous êtes en quelque sorte le banquier des indépendants. Alors le banquier, je ne sais pas, mais en tout cas, on a effectivement conçu cette société en 2020. On l'a lancée en 2021, donc c'est très récent. Je n'ai pas encore le background de Christophe sur ce marché-là. En tout cas, notre objectif et notre ambition à nous, c'est de sécuriser l'aventure professionnelle d'un maximum d'indépendants. On accompagne déjà plus de 1000 indépendants dans leur activité professionnelle. L'objectif, c'est de tout simplement les débarrasser de leur friction, de tous les éléments qui font de ce chemin vers l'indépendance un chemin parfois un peu sinueux, pour leur permettre vraiment d'envisager leur freelancing comme une carrière. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le modèle du portage salarial qui existe en France depuis des dizaines d'années. On l'a remis à plat, on l'a un peu disséqué, on l'a reformé sous une forme qui est simple d'accès, digitale, automatisée, dont tout le monde peut s'emparer de manière très simple et très efficace, avec l'objectif de tout simplement le faire connaître auprès du grand public. Voilà. Donc c'est sous cet angle-là qu'on s'est inséré sur ce marché du freelancing. Une petite précision, Jump et le Hibou ont des partenariats. Alors effectivement, on est partenaire du Hibou, de le Hibou, pardon. Oui, le Hibou en un mot. Hein. Le Hibou en un mot, j'insiste. Et Jump sont partenaires. Et donc l'objectif du partenariat, c'est effectivement que les freelances puissent se générer des opportunités professionnelles chez les Hibou et s'ils le souhaitent, sécuriser cette opportunité-là sur Jump en la transformant en CDI. Voilà. Alors, l'organisateur de mission, le porteur de vos revenus, Christophe Darny, DRH de Mano Mano, vous êtes en quelque sorte, vous, le recruteur, l'employeur des freelances. Exactement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Mano Mano, c'est le leader en ligne, le leader digital de tout ce qui touche à l'univers de la maison. Je dis leader surtout donc en Europe parce qu'on est présent sur 6 pays européens. Leader en ligne de tout ce qui est univers de la maison, bricolage, jardinage. Et on est une plateforme avec plus de 4000 marchands qui viennent vendre sur notre plus de 15 millions de produits uniques. Donc c'est la force du digital, c'est de pouvoir proposer cette offre de produits. Et puis au-delà de ça, pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, oui, nous faisons régulièrement appel à des indépendants. Ça peut représenter de 5 à 15% de nos effectifs, notamment dans la tech, et j'y reviendrai. Et pour nous, c'est un élément très, très important. Oui, parce que vous êtes des représentants pour, peut-être pas Philippe, mais en tout cas, les 3 personnes qui sont là, vous êtes plutôt dans le domaine de la high-tech, hein, il faut peut-être le préciser, même si le freelancing et l'indépendance concernent tous les secteurs. Vous, le Hibou, absolument. Le Hibou, nous, on a une approche vraiment très verticale sur le métier très high-tech. Ouais. Donc Jump, je suppose aussi, mais vous avez peut-être d'autres secteurs que vous portez. On a aussi une approche très, on va dire, technologique de notre métier, dans le sens où on a automatisé effectivement et digitalisé pas mal d'aspects du salariat pour en quelque sorte le remettre à disposition des freelances. Donc on a effectivement
un ADN technologique assez fort. Ouais. Et Christophe, chez Mano Mano, ce sont surtout aussi des consultants en high-tech que vous recrutez. Essentiellement dans la tech, pas que. On peut y faire appel pour certains besoins spécifiques business. Mais oui, c'est effectivement le gros des troupes. Et je voulais ajouter une chose, Christophe, parce qu'on vous dit DRH, mais vous êtes bien plus. De quoi vous occupez-vous encore? Parce que ça nous donnera une idée un peu de votre amplitude. Pas bien plus. Effectivement, au-delà des RH, je m'occupe aussi de tout ce qui est culture, engagement et responsabilité d'entreprise. Et j'y reviendrai quand on creusera un des sujets tout à l'heure. Et puis aussi du développement des services autour de tout ce qui est B2C, B2B. Voilà. Merci. Philippe, je vous ai présenté tout à l'heure comme l'inventeur du concept des signaux faibles. Vous avez d'ailleurs publié un livre sur le sujet. Vous intervenez, vous êtes d'abord un freelance, un indépendant, et vous intervenez dans les entreprises. Expliquez-nous un peu. Oui, moi je suis freelance parce que j'en avais marre de recevoir le 31 juillet une lettre recommandée du fisc me demandant une réponse pour le 31 août. Et quand je téléphonais pour avoir la personne qui était l'auteur de la lettre, on me disait « Ben non, elle rentre le 31 août ». Et ça m'est arrivé 2 fois de suite. Donc, comme l'administration, c'est pas mon fort, je suis devenu freelance. Et ensuite, je suis allé en portage salarial parce qu'alors là, vraiment, je m'occupe de rien. Sur le plan administratif, j'ai qu'une seule chose, c'est trouver des contrats. Et par chance, ma première idée, c'était de devenir Monsieur Halloween en France. Pour ceux qui n'aiment pas Halloween, je suis désolé, mais je suis un des 2 ou 3 développeurs d'Halloween en France. Et ensuite, j'ai compris que j'avais développé Halloween parce que j'avais capté des signaux faibles qui m'avaient aidé à maturer cela. Et donc, depuis, je suis Monsieur Signaux Faibles. Très bien. Et des signaux faibles qui vont se transformer en signaux forts quand vous exposerez tout à l'heure votre vision du travail des consultants, des indépendants, etc. Christophe, vous avez publié un magnifique sondage concocté par le Hibou. Et là, on va essayer de vous impliquer dans la salle en vous posant quelques questions, puisque vous les avez adressées, vous, à votre base de clients. De consultants. De consultants. Oui, c'est exactement. Important. Oui. Christophe va vous poser 3 questions. Je vous demande simplement de répondre à main levée et on va voir si les résultats que Christophe va nous dévoiler tout à l'heure correspondent un peu à la typologie de la salle. Voilà, alors effectivement, on a fait un sondage puisque en fait sur la plateforme Le Hibou, on vient de passer le cap des 65 000 consultants qui sont inscrits. Et du coup, ça nous permet d'avoir quand même une donnée qui est intéressante et d'essayer d'avoir des tendances ou d'en faire un baromètre en fait des tendances. Alors du coup, la première question que je voudrais vous poser en préambule, c'est qui dans cette assemblée est indépendant? Qui est-ce qui est freelance? Ouais, donc j'ai le sentiment qu'on a une bonne moitié de l'assemblée. Oui, c'est ça, oui. Et qui a envie de devenir indépendant parmi ceux qui ne le sont pas encore? Ah ouais, donc c'est presque tout le monde finalement. Si on fait la somme des deux. Vous avez compté tout le monde? Non. Relevez la main. Oui, non. J'en compte pas tant de monde. Donc, il reste ceux qui sont en CDI qui veulent pas devenir freelance. Ah, oui. Bon. Alors ceux qui sont chez le Hibou, ne levez pas la main. Alors voilà, les 3 questions que je vais vous poser, puis je vais vous donner après les résultats du sondage. La première, en fait, c'est parmi ceux qui sont freelance, on a demandé à notre communauté ceux qui veulent conserver leur statut de freelance. Donc je vous pose cette question, parmi ceux qui sont freelance, quels sont ceux qui veulent rester freelance? Ça, c'est la question clé. D'accord. Quels sont ceux... Qu'est-ce qu'on dit là en termes de... Je pense que c'est les 2 tiers. Ouais. Nous, en fait, on a 82% des gens qui ont répondu qui voulaient conserver leur statut de freelance, quel qu'il soit, que ce soit via du portage salarial ou via une structure juridique. La deuxième question qu'on leur a posée, c'est est-ce que pour vous, le télétravail est important, le remote, comme disent les Anglais? Donc, quels sont ceux parmi vous qui seraient prêts à renoncer au remote pour ceux qui sont freelance? Et quels sont ceux qui veulent garder au moins 40% de leur temps de travail en remote? Voilà, je pense qu'on retrouve à peu près les chiffres qu'on a eu nous. Instructif. On a eu 85% des gens qui nous ont dit qu'ils voulaient garder au moins 40% du temps, c'est-à-dire 2 jours par semaine en remote. Et la dernière question que je vais vous poser, c'est parmi ceux qui sont freelance, est-ce que vous pensez que le statut de freelance doit évoluer, et notamment sur le plan de la fiscalité? Si vous pensez que oui, levez la main. Ok. Ou si vous n'avez aucune idée, levez la main pour voir. Ouais. Bon. Ok. En tout cas, dans notre sondage, on a pu voir que
On a plus des 2/3, 67% des gens qui ont répondu, qui voulaient voir le statut d'indépendant évoluer. Et je pense que ça fait suite. Ça fait suite notamment au Covid, où on a pu voir que en fait, les indépendants avaient une aide de l'État qui était limitée à 1 500 € par mois, alors que les gens qui étaient salariés touchaient une grosse partie de l'équivalent des ACDIC. Et donc, ça a amorcé en fait une demande de la part de cette communauté d'indépendants. Je pense à voir leur statut évoluer. Très bien, mais en tout cas, oui, on a un beau reflet qui correspond, qui répond à votre sondage et qui le confirme. Exactement. Alors, Christophe, vous gardez la parole puisqu'on va plonger, chacun des intervenants va exposer un peu l'essence de son métier. Donc, Christophe, le hibou Ulule, c'est bien ça? Exactement. Il tourne la tête à 360 degrés pour avoir une surveillance de tout le marché. Et que faites-vous concrètement? Alors, très concrètement, le hibou, en fait, c'est une marketplace. Donc, comme toutes les places de marché, en fait, on réunit deux communautés au sein de la plateforme, en l'occurrence donc des indépendants spécialisés dans les métiers de la tech, tout ce qui touche les métiers de l'IT. Et puis de l'autre côté, des donneurs d'ordre, et on essaye de faire en sorte que ces deux communautés interagissent. Et les donneurs d'ordre chez nous, c'est essentiellement des très grandes entreprises, puisqu'on fait 85% de notre chiffre d'affaires avec des entreprises du CAC 40 ou SBF 120, c'est-à-dire les 200 plus grandes entreprises françaises. On travaille aussi avec des grosses startups comme ManoMano, qui est un de nos bons clients. Et pour vous donner quelques chiffres, donc le hibou, on arrive au terme de notre 7e année d'existence. On va faire un peu plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. On a une présence un peu partout en France, puisqu'on a ouvert des bureaux à Nantes, Bordeaux, Toulouse et Lyon. Et on commence à partir à exporter notre modèle, puisqu'on va ouvrir des bureaux en Belgique dans quelques semaines. Et donc notre travail, c'est de faire se rencontrer finalement ses clients et ses compétences, puisque en fait, on accompagne ces grandes entreprises dans leur transformation digitale avec un modèle qui est semi-désintermédié, puisque en fait, c'est pas du tout un modèle complètement digital où nos clients achètent finalement de la prestation en ligne. Il y a vraiment un modèle offline qui accompagne ce que fait la plateforme, puisqu'on a une quarantaine de personnes qui travaillent sur des sujets de qualification des compétences pour faire en sorte que les besoins matchent bien avec les ressources inscrites chez le You. Donc voilà en 2 mots ce qu'on fait. Et vous avez analysé, remarqué, constaté un certain nombre de nouveaux comportements chez vos consultants. Ouais, tout à fait. Allez-y, expliquez-nous ce qui se Je passe. croyais que vous vouliez que je vous en parle à la fin, mais je veux bien le faire maintenant. Mais parlons-en maintenant, on a un peu de temps. Okay. Et je crains qu'à la fin, on soit un peu plus contraint. Mais allons-y. Disons que... Vous aurez encore des choses à dire, j'en suis sûr. Merci, c'est sympa de me donner autant la parole. Alors les nouveaux comportements qu'on a pu observer, en fait, je pense qu'ils sont liés globalement à cette espèce de mouvement de société qu'on observe, et pas seulement chez les freelances. La particularité de notre métier, c'est qu'on est sur des métiers de service, donc c'est des gens qui sont la plupart du temps chez des clients, et du coup, comme je le disais tout à l'heure, ils ont un sentiment d'appartenance qui n'est pas forcément très élevé. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, les gens de plus en plus cherchent une forme de liberté, d'autonomie dans le choix de leur mission, dans le calcul de leur taux journalier. Et finalement, c'est probablement ça qui a amené toute cette population qui avant était salariée dans des grands cabinets que vous connaissez tous, des grandes ESN, à passer le cap de devenir indépendant. C'est d'avoir en fait plus de libre arbitre, plus d'autonomie dans le choix de leur projet de vie, de choisir d'aller travailler pas trop loin de chez eux ou alors en remote avec une rémunération qui est souvent bien supérieure à celle qu'ils avaient en tant que salariés, puisque nous, on observe à peu près 30 à 40% d'augmentation de revenus quand les gens passent indépendants. Et tout ça dans un marché qui leur est extrêmement favorable, puisqu'en fait, il y a des besoins partout en termes d'IT et de transformation digitale. Donc je pense que le principal changement qu'on a observé, c'est ça. Et c'est aussi une quête de sens, entre guillemets. On parle beaucoup de ça aujourd'hui dans les sujets RH. On parle beaucoup d'impact, comment est-ce qu'on peut impacter notre marché, comment est-ce qu'on peut trouver du sens dans notre travail. Et je crois que le freelancing, en fait, correspond certainement à cette quête de sens que les individus, en fait, recherchent de plus en plus. Et dites-moi, on a posé des questions tout à l'heure, mais finalement, on ne sait pas si dans la salle, on a une majorité de consultants high-tech. C'est le cas? Voulez-vous lever la main si vous êtes consultant high-tech ou dans le domaine du high-tech? Peu, hein? Peu. Dans quel autre secteur intervenez-vous, si vous voulez bien simplement le dire à haute voix comme ça? Oui?
Le marketing. Qui d'autre? Ressources humaines. Traduction. Ah oui, c'est... Et alors, j'engage absolument pas le débat maintenant, mais simplement, je suis curieux. Est-ce que vous passez par des plateformes pour trouver des missions? Non? Oui? Et vous, non? C'est de l'approche directe? Oui? Très bien. Bon, bah, voilà. Maxime Bouchet, Jump. Vous avez identifié un certain nombre de déconvenues chez des consultants, des freelances, qui ne trouvaient pas dans les sociétés de portage traditionnelles exactement la formule qui leur convenait. Oui, mais globalement, on est parti d'un constat assez similaire à celui que Christophe vient de détailler par des chiffres. Globalement, sur le marché du travail, c'est que le marché du travail, effectivement, évolue énormément. Les gens souhaitent travailler différemment. Ils souhaitent travailler d'ailleurs. Et ça s'est accéléré avec le Covid. Ils souhaitent changer de métier au cours d'une vie. Parfois au cours d'un mois, parfois même au cours d'une semaine, voire même au cours d'une même journée, avec le phénomène des slashers. Donc, globalement, il y a un besoin de changement qu'effectivement les gens vont venir assouvir avec cette quête d'indépendance qui va leur permettre d'accéder à toute sa liberté. Seulement, c'est une fois qu'on se lance, qu'on s'aperçoit qu'il y a un peu caché sous le tapis, on va dire, toutes ces contraintes auxquelles on va devoir faire face au fur et à mesure qu'on va comme ça développer son projet. Donc ça va être des contraintes pour certains professionnels liées par exemple à l'absence de filet de sécurité en cas de coup dur. Encore une fois, on l'a vu avec le chômage, on n'a pas forcément accès à ces droits-là en tant qu'indépendant. Préparer sa retraite, ça va être des difficultés d'ordre personnel, l'accès à l'emprunt, l'accès à la location. Ça peut être aussi la difficulté à monter une famille sans avoir de congé paternité ou de congé maternité. Donc il y a plein de raisons comme ça qui font qu'à un moment donné, on est parfois malheureusement contraint de revenir sur le marché du travail sans avoir pu aller au bout de son projet de freelance. Et donc c'est en partant de ce constat-là qu'on a décidé effectivement de créer un modèle qui, selon nous, permettrait aux indépendants d'envisager, encore une fois, leur freelancing vraiment comme une carrière à long terme. Et donc pour le faire, effectivement, on est tout simplement parti d'un modèle juridique qui existe, qui est organisé en France, qui est légalisé, qui répond à un certain nombre de règles, de lois, etc., qui s'appelle le portage salarial, mais qui effectivement nous semblait nécessaire de remettre à plat pour le rendre compatible, je dirais, avec les exigences des freelances d'aujourd'hui. Donc on a tout simplement, en quelque sorte, décomposé ce modèle en modules, la facturation, la contractualisation, la souscription à son CDI, le virement de son salaire. On a automatisé un certain nombre de ces mécanismes et qu'on a remis sous la forme d'une plateforme qui permet aux indépendants de s'emparer de manière très simple et très instinctive d'un contrat de travail en CDI et ensuite, depuis leur espace, dans toute liberté, en toute autonomie, de facturer leurs clients, d'encaisser leur chiffre d'affaires et de choisir leur salaire à la fin du mois. Et donc, effectivement, c'est ces évolutions-là qui nous permettent aujourd'hui de s'adresser au grand public, parce que c'est vraiment là notre vocation. C'est pas de évoluer en quelque sorte en circuit fermé sur un monde du portage salarial qui est encore un peu petit à l'échelle du nombre d'indépendants qu'il y a en France. On parle de 3,5 millions d'indépendants, il y a 100 000 salariés portés. Donc nous, notre objectif, c'est de dire, voilà, l'indépendance, c'est pas seulement un statut. D'une certaine manière, ça peut être compatible aussi avec le salariat. Et c'est marrant parce qu'à ce titre-là, je voyais justement hier dans le métro des pubs de Swile, pour ceux qui connaissent, la plateforme qui a digitalisé les tickets restaurants. Et eux mettent en avant justement, c'est marrant, les avantages du salariat. Et il me semblait qu'ils évoluaient un petit peu à contresens, d'une certaine manière, de
de ce qu'on constate sur le marché du travail. Mais donc, ce qu'on constate, c'est que les gens veulent accéder à l'indépendance. Mais on comprend tous qu'il y a un petit quelque chose qui n'a pas encore été résolu sur effectivement la question que tu posais tout à l'heure, Christophe. Est-ce que vous souhaiteriez que vos statuts évoluent ? Ben oui, effectivement, je pense que les statuts doivent évoluer, que les freelances méritent sûrement plus de droits, qu'il faut d'une certaine manière les reconnecter à notre système social pour qu'ils puissent se sentir à l'aise à long terme dans leur activité. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire à notre échelle avec la solution qu'on propose. Je voudrais être bien sûr d'avoir bien compris. Il y a quand même pas mal de sociétés de portage. Vous vous démarquez d'elles. Alors, on se démarque effectivement sur la plateforme que je vous ai décrite. On se Oui. démarque aussi sur le modèle économique. Voilà. Puisque on a un abonnement qui est fixe, qui est en l'occurrence de 99 € par mois, et qui n'est pas du coup une ponction sur votre chiffre d'affaires. On est parti du principe que les indépendants en règle générale ont leur chiffre d'affaires d'un côté, on a notre revenu de l'autre. Mais c'est deux choses qui sont complètement dissociées. Et d'une certaine manière aussi, on part du principe qu'on ne doit pas venir pénaliser un freelance qui fonctionne bien d'une certaine manière. Il faut plutôt l'encourager à générer le chiffre d'affaires. Donc on a fait ce choix, de prendre un abonnement qui est fixe et effectivement qui dénote pas mal du secteur d'activité dans lequel on évolue. Et là c'est vraiment en rupture avec les habitudes. Alors c'est en rupture effectivement totale avec les habitudes du marché. Mais encore une fois, selon nous, ça apporte aussi beaucoup de transparence qui manquait aussi un petit peu, je pense, sur ce secteur d'activité. C'est vrai que c'est un secteur qui est un peu poussiéreux, qui n'a pas forcément bonne presse, qui n'est pas forcément connu, mais quand il n'a pas forcément bonne presse. Donc on s'est dit, on va essayer de partir d'une feuille blanche et de tout simplement réécrire un petit peu les codes et la manière dont c'est fait. Et donc ça implique apporter énormément de transparence en fait. Parce que c'est vrai que c'est compliqué à comprendre. Quelles sont les charges qu'on prélève, quels sont les frais qu'on prélève, comment ils sont décomposés. On a envie de rendre à chaque étape du processus une visibilité totale sur la manière dont on gère l'argent des gens, effectivement. Et de ce point de vue-là, on est proche d'une banque, comme vous le disiez. Oui. Christophe Dargny, une scale-up comme la vôtre, vous le disiez tout à l'heure, va jusqu'à employer 5 à 15%, ce que vous appelez d'appui à vos forces internes. Mais c'est énorme, ça doit coûter très cher, non ? Vous avez raison. Oui, vous avez raison. Et pour revenir à ce que disait Christophe, effectivement, si les salaires, j'allais dire, des indépendants sont plus intéressants, du côté de l'entreprise, ça représente des coûts qui sont plus élevés. Et donc moi, ce que je voulais partager avec vous, c'est pourquoi une entreprise comme ManoMano, elle peut être intéressée par ce modèle-là. Je pense qu'il y a 3 choses importantes. C'est la flexibilité, la réactivité et puis l'expertise. La flexibilité, d'abord, c'est que pour des entreprises dites en hypercroissance, en fait, derrière l'hypercroissance, vous avez une croissance qui est tout sauf linéaire. C'est-à-dire que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Vous avez des phases d'accélération, des phases de consolidation. Et donc ces à-coups-là, j'allais dire, nécessitent une forme de flexibilité. Et en ça, avoir recours à ce modèle-là permet, j'allais dire, de pouvoir traverser ces phases avec sérénité. La deuxième chose, c'est la réactivité. Pourquoi ? Parce que surtout sur un marché tendu, quand il s'agit de recruter et de recruter vite, c'est compliqué de recruter. Quand vous recrutez, vous lancez un process, etc. Et même avec la meilleure équipe de recrutement du monde, vous avez des préavis, etc. Et entre le moment où vous détectez un besoin et le moment où le talent arrive vraiment au sein de l'entreprise, il peut s'écouler 3 mois, 4 mois, voire plus. Et quand en plus c'est à grande échelle, c'est quand c'est votre équipe de recrutement qu'il faut staffer pour pouvoir après recruter, c'est des délais qui s'allongent. Et donc la force de pouvoir faire appel au modèle indépendant, c'est, j'ai envie de dire, une disponibilité ou une réactivité immédiate. Et ça, c'est vraiment très très puissant. Parce qu'à l'échelle de ManoMano, 6 mois, c'est une vie. Et en 6 mois, l'entreprise, elle a changé. Voilà. Et puis le dernier sujet, c'est l'expertise. Alors que ce soit de l'expertise technique, notamment dans le domaine de la tech, je pense à la data, à la sécurité, des sujets très pointus sur des marchés tendus, voilà, c'est une manière de répondre à cette question. Ça peut aussi être
une expertise managériale. Et on fait appel aussi régulièrement à du management de transition sur tel ou tel poste. Je vous parlais des métiers business, on y fait appel. Et donc voilà, pour ces 3 raisons-là, c'est un modèle que je trouve finalement assez compatible avec nos thématiques d'hypercroissance. Et c'est pour ça que voilà, dans le temps, alors de manière, il y a eu c'est pas toujours les mêmes pourcentages, hein, ça évolue, mais pour les 3 raisons que je vous ai évoquées. Et j'aimerais juste compléter ce que je viens de vous dire pour repartir sur les comportements et puis la notion d'indépendance. Et puis aussi le thème de cette conférence, qui est donc Future of Work, les nouveaux codes des indépendants. Ce que je trouve intéressant, c'est de s'apercevoir qu'en fait, nous, chez ManoMano, on a essayé de développer un modèle de relation au travail, ce qu'on appelle le Future of Work. Aujourd'hui, on propose un schéma à nos salariés où en fait, ils ont complètement le choix de pouvoir passer 0 à 5 jours de présence physique sur place. Et donc, on a au sein de nos effectifs 25 à 30% des gens qui sont donc en full remote. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, il y a, je trouve, 2 modèles culturels qui se rapprochent entre les indépendants et donc dans ce qu'ils recherchent, et de l'autre, des salariés, voilà, qui, notamment après toute cette période de crise sanitaire, parce qu'on a pu vivre les choses et la relation au travail différemment, ont appelé de leur vœu ces nouveaux modèles. Et il me semble que, alors je ne sais pas si c'est l'entreprise traditionnelle, mais enfin les entreprises et les modèles de la tech essayent de proposer à leurs salariés, en l'occurrence, j'allais dire plus de liberté. Vous n'avez pas, Maxime a mentionné le mot indépendance. Moi je pense que derrière tout ça, en fait, quel que soit le modèle de l'un ou de l'autre, il y a une forme de liberté avec certains risques associés que tu as très bien couvert. Et donc, en tous les cas, ces nouveaux schémas de l'entreprise permettent, je trouve, une collaboration extrêmement fluide, en tous les cas beaucoup plus fluide aujourd'hui que ça n'était dans le passé, parce que finalement, les comportements et la relation à l'entreprise et à l'espace de travail retrouvent, j'allais dire, de plus en plus celle des indépendants. Il y a une forme de convergence voilà, qui s'opère. Philippe, avant de vous passer la parole, est-ce que l'exposé de Christophe suscite certaines remarques chez vous, Christophe? Ouais, moi je suis vraiment parfaitement d'accord avec ce que vient de dire Christophe, dans le sens où je trouve qu'en fait on ne devrait pas opposer finalement le CDI au statut d'indépendant, parce que comme tu viens de le dire très justement, et on le voit très bien chez nous, je pense qu'en fait c'est tout le marché qui évolue, et d'abord tout le monde n'est pas fait pour devenir indépendant. Il y a quand même toujours je pense, un risque qui est assez psychologique avant d'être financier, mais tout le monde n'est pas fait pour assumer le risque de devenir indépendant. Et au-delà de ça, on voit bien que les entreprises font preuve d'une grande créativité pour essayer de réenchanter le CDI, parce que en fait, sinon, c'est la fuite en avant des talents, c'est le turnover. Et il y a quand même énormément d'initiatives intéressantes dans les entreprises, et pas que les startups, même les grands groupes qui ont forcément plus d'inertie se posent aussi ces questions-là. Donc je suis tout à fait d'accord avec l'idée de dire que en fait, il ne faut pas opposer les deux, et qu'il y a des avantages et des inconvénients, si ce n'est que voilà, le statut d'indépendant apporte beaucoup de flexibilité, ça, c'est absolument certain. Philippe Cahen, vous parlez, vous, volontiers de marketing de soi. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, je vais y arriver. Ce que je vais dire, donc je suis freelance et je suis en portage salarial, mais je travaille avec, ce que je vais vous dire, c'est de mon expérience, mais aussi de mes contacts avec mes propres clients. Je suis dans des clubs de DRH d'ailleurs, et j'ai des clients qui sont aussi bien des industriels qu'un industriel de la pomme de terre, dont la question est quelle est la prospective de la pomme de terre qu'il a. Voilà. Et je suis aussi avec des banques, des assurances, des gens de tous les domaines. Donc, juste, je reviens sur le freelance, avantages et inconvénients du freelance ou du télétravailleur, parce que quelque part ça se reproche. Le premier point, c'est ce que vous disiez, savoir être seul. Il faut le savoir. Savoir être seul. Deuxième point, savoir se confronter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est seul, il ne faut pas s'enfermer dans cette solitude, il faut accepter d'entendre d'autres idées qui sont différentes. Et ça, c'est très important d'écouter, de se confronter, de rencontrer, de lire. Il y a plein de méthodes pour ça. Le troisième point, c'est savoir progresser. Il faut être, et pour progresser le mieux quand on est indépendant, pour moi, ou freelance, peu importe, c'est d'être à l'écoute de ses clients. Ils ont des choses à nous demander.
Et pour prendre mon exemple, un jour, c'est Decathlon qui me dit « Quel est le fil du futur ?» Le fil du futur? Il dit oui, pas le fil, le simple fil, le fil de chemise du futur. Passé une journée là-dessus, je les ai plus revus pendant 3 ans. Et ils m'ont dit, vous m'avez donné 3 ans de boulot. Les clients nous font avancer. Et les non-clients nous font avancer. Pourquoi je n'ai pas eu ce contrat? Pourquoi je n'ai pas été retenu? Il faut vraiment faire attention à ça. Et puis j'arrive au 4e point que vous souleviez, Olivier. En fait, il faut avoir le marketing de soi. Alors j'ai constaté qu'en français, on dit personal branding. C'est très important. Je vous disais tout à l'heure en présentant, j'étais d'abord Monsieur Halloween, je suis Monsieur Signaux Faible. Je suis Monsieur Signaux Faible, tout le monde me connaît comme ça. Signal faible, Philippe Carène. Il n'y a pas de souci. Et il faut être le personnage unique sur son métier. Si possible, quand on est le premier, c'est pas plus mal, hein, plutôt que d'être la copie du premier. En termes de prospective, parce qu'une fois qu'on est indépendant, une fois qu'on est freelance, bon, portage, peu importe, il y a un problème d'âge. À 30 ans, on ne bosse pas comme à 40 ou à 50 ans. C'est ce que vous souleviez tout à l'heure, la famille, les emprunts, les achats, etc. On peut évoluer, on peut bien tenir si on a un bon marketing de soi, si on a un bon personal branding. Et ça, vraiment, je vous le recommande de réfléchir en quoi je suis différent de mon copain qui fait exactement le même métier que moi. Pourquoi je vais être choisi par rapport à lui, mis à part le budget? Qu'est-ce qui fait que je vais être choisi? Ensuite, il y a la localisation. On pense à beaucoup de gens qui disent maintenant, je vais aller vivre à la campagne, c'est génial. Quand on vit à la campagne, dans une petite ville, une ville moyenne, quand on se détache des grands centres urbains, des grands centres, etc., lorsqu'on est en télétravail, à un certain moment, on ne réagit plus forcément exactement de la même manière. Donc, il faut y réfléchir, d'autant plus que son propre temps va se répartir différemment. Lorsqu'on est à la campagne, il y a des choses vraiment qu'on a envie de faire, qu'on ne peut pas vivre, qu'on ne peut pas faire dans une grande ville. Et le 4e point, le 3e point, pardon, c'est le fait d'appartenir à une équipe. Moi, au bout de 2 ans d'indépendance, de freelance, je me suis trouvé seul. Vraiment, je me suis dit, mince, mais je suis en train de végéter. On a besoin de ne pas être seul. Il faut faire partie de clubs, rencontrer des gens, etc. C'est quelque chose d'important, d'autant plus que elle, l'entreprise, je ne sais pas comment c'est chez Mano Mano, mais quand elle a des problèmes stratégiques à faire dans un service ou autre, elle ne fait pas nécessairement un appel aux freelances. Non, mais t'es freelance, ce n'est pas ton sujet, tu as la tête ailleurs. Nous, c'est un sujet qu'on pose à l'intérieur de l'entreprise. Et tout à coup, on est dans une boîte, ça fait 5 ans qu'on bosse avec cette boîte, mais quand il y a un problème stratégique qui se pose dans la boîte, non, écoute, on fait bosser les gens qui sont à l'intérieur. Et puis, petit à petit, on voit partager le freelance et l'emploi fixe. Maintenant, on revient à une chose qui est importante, c'est l'entreprise elle-même. L'entreprise par rapport à nos métiers, par rapport à l'humain. C'est la RSE. Vous savez tous ce que c'est quelque chose qui évolue vraiment dans l'entreprise, qui est croissant. 2, c'est le manque de compétences. L'entreprise manque de compétences, elle en manque y compris dans le software, et c'est différent du hardware. Et aujourd'hui, demain, c'est dans le hardware qu'on va manquer de gens. Aujourd'hui, on en manque dans le software. On manque de centaines de milliers d'ingénieurs dans le monde, mais on manque aussi de gens qui savent dans le hard et dans tous les domaines. Le 3e, c'est que l'entreprise, elle est consacrée elle est considérée aujourd'hui par les besoins fondamentaux, les droits fondamentaux des travailleurs, des fournisseurs, des clients. Elle doit respecter la dignité humaine. Et là, c'est un aspect qui est fondamental qu'elle a chez elle. Sur le coup, l'entreprise est très centrée sur l'humain. L'humain pour l'aider à créer des produits ou à créer des services. L'humain pour diminuer les litiges et les conflits, pour augmenter la loyauté face à l'incertitude. Donc, elle a besoin des hommes et des femmes qui sont dans l'entreprise et qui sont impliqués dans l'entreprise. Quand on est à l'extérieur, on est à l'extérieur. L'entreprise doit être durable et l'entreprise doit être résiliente face à l'imprévisible. Et là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le marketing de soi, sur son personal branding. Il faut que je sois capable de réagir à une imprévisibilité de l'entreprise pour lui dire, tiens, mais là, je peux être la personne qu'il vous faut. Christophe Darnier, comment réagissez-vous aux propos de Philippe? Vous, quand vous avez un besoin, vous l'avez esquissé tout à l'heure, quelle est votre méthode pour recruter des consultants? Oui?
être résiliente face à l'imprévisible. Ah oui, convaincre une entreprise d'être la personne qui va répondre à l'imprévisible. Vous pouvez peut-être vous approcher du micro, monsieur Non? Ce serait gentil. Parce que... Alors, il y a deux choses. On peut avoir le vécu dans l'entreprise ou on peut avoir justement la force d'être à l'extérieur de l'entreprise et avoir un regard extérieur à l'entreprise qui fait qu'on a un regard, j'allais dire, plus panoramique par rapport au sujet qui est celui de l'entreprise. Très souvent, l'entreprise, elle s'enferme, c'est son grand danger, elle s'enferme dans un sujet. Et nous, à l'extérieur, on apporte quelque chose de neuf. Oui, mais... Alors, excusez-moi un instant. Bien sûr, il va y avoir des questions tout à l'heure. Hein. Sinon, on va perdre un tout petit peu le fil, mais vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Je posais la question à Christophe Darnier de savoir comment il réagissait une fois le besoin exprimé. Alors, quand le besoin est là, il y a deux manières d'y répondre, si vous voulez. Soit effectivement, c'est quelque chose parce que c'est stratégique où on a ce qu'il faut en interne, et dans ces cas-là, évidemment, la priorité va passer là. Maintenant, si pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, flexibilité, réactivité ou expertise, on n'a pas ça, dans ces cas-là, surtout encore une fois quand c'est très tendu, là on aura le réflexe, effectivement, de plus en plus naturel de pouvoir se tourner vers des partenaires. Et ce que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais qui me semble vraiment essentiel, c'est que nous, on essaye de construire des relations dans le temps. Donc il y a un certain nombre de sociétés avec qui on travaille de manière assez étroite. Le hibou en fait partie. Et j'allais dire, c'est des choses qui... Le personal branding, ça c'est de l'autre côté, il se construit dans le temps, probablement. Donc c'est des gens avec qui vous avez pu travailler soit dans l'entreprise avant, soit votre réseau, soit des gens que vous avez pu connaître à tel ou tel moment de votre parcours, et donc qui vous connaissent, et donc qui savent, j'allais dire, à la fois votre expertise et puis la qualité de la prestation qui sera faite. Nous, j'allais dire, c'est un petit peu cette approche-là appliquée aussi à certains partenaires, voilà, avec qui on travaille dans le temps, qui nous connaissent bien, qui connaissent notre culture, qui sauront nous accompagner, qui peuvent nous accompagner voilà, dans les moments où ça va bien et puis dans les moments plus difficiles. Et dans tous les cas, c'est des moments tendus. Parce que quand ça va bien, il faut accélérer. Dans les moments plus difficiles, c'est des à-coups. Et donc voilà, moi je pense que là, le maître mot, et puis je rebondis, c'est encore une fois de l'autre côté, c'est d'arriver à créer en fait des relations dans le temps. Voilà. Christophe de Becdelia, vous avez pris beaucoup de notes. Vous avez envie de réagir là sur ce qui vient d'être dit. Ouais, effectivement, parce que je trouve qu'il y a plein de choses très intéressantes qui ont été expliquées, notamment le fait qu'un des besoins primaires de l'homme, c'est d'appartenir à un groupe. Et le sentiment d'appartenance à un groupe, il est fondamental. Et donc, quand on choisit de devenir indépendant, en tout cas par le passé, d'une certaine manière, on était un peu esseulé et souvent, on ne le vivait pas bien parce que, passé une année ou deux, c'est ce que décrivait Philippe, on peut avoir ce sentiment de solitude. Je pense que ce qui a changé, c'est que, en fait, il y a tout un tas de choses qui sont arrivées pour rendre la vie de l'indépendant plus facile, notamment des sociétés spécialisées comme Jump, il y en a plein, l'expertcomptable.com. Dans tous les domaines, en fait, aujourd'hui, on devient indépendant, on est accompagné par son écosystème, ce qui rend les choses beaucoup plus faciles. La deuxième chose, c'est que le gouvernement aussi a quand même légiféré depuis 10 ans pas mal en faveur des indépendants. Le statut d'auto-entrepreneur a pas mal aidé au départ, et puis après, c'est devenu quand même beaucoup plus facile aussi de créer une structure. Donc je pense que pour cette raison-là, le freelancing va continuer de se développer. Mais effectivement, je pense qu'il faut avoir un certain recul avant de devenir indépendant, parce que le marché de l'emploi reste qu'il est aussi, avec des moments fastes et d'autres moins. Et nous, ce qu'on observe aussi, c'est que la dernière ligne droite est parfois difficile en fait pour les indépendants. C'est-à-dire que d'un côté, ce qu'on observe, c'est que les gens deviennent indépendants de plus en plus jeunes, notamment dans les métiers de la tech où en fait il y a un boulot de dingue, donc très facilement en fait ils passent le cap et ils vivent leurs années de gloire entre guillemets où ils sont ultra sollicités, il y a un rapport de force qui est clairement en leur faveur et ce qu'on observe et ce qui est assez difficile d'ailleurs, c'est un des sujets sur lequel on va essayer de mener un combat, c'est que passé 55 ans
On voit la courbe des taux journaliers qui s'écroule sur notre plateforme. On voit le taux de staffing qui baisse. Et on voit bien donc que la dernière ligne droite reste assez difficile. Et c'est là où finalement il y a deux mouvements qui s'opposent. Parfois on me demande si nous on disrupte le marché de l'IT. Et je réponds toujours que bien sûr que non. C'est-à-dire les indépendants le deviennent, c'est un mouvement qui émane d'eux-mêmes. On n'a pas créé un nouveau métier de chauffeur. En fait, c'est eux-mêmes qui sont devenus indépendants. Et nous, en fait, on est venu orchestrer ce marché en leur proposant une marketplace. Et vice-versa, on voit qu'en fait, en fin de carrière, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que le statut d'indépendant va aider des gens à finir leur carrière, ce qui est à la fois super, mais ce qui aussi pose question. Je vais bousculer un tout petit peu le dessin que je m'étais tracé, puisqu'on était presque à l'heure des conclusions, mais je vois que dans la salle, il y a des personnes qui veulent poser des questions, et c'est bien volontiers que je vais vous passer le micro. Attendez d'avoir le micro, s'il vous plaît, pour vous exprimer, et puis on fera notre tour de conclusion après. Levez bien la main. Voilà, allez-y. Oui, bonjour. Ça marche ? Oui. Merci beaucoup, là, c'est très intéressant. Alors j'ai une question, alors c'est un peu des deux côtés, mais peut-être plus mano-mano. Mais moi, par exemple, en étant ancien employé Nestlé, moi je pense en étant en mode slasher, j'ai essayé de bousculer un peu l'école en interne en disant, voilà, est-ce que vous pouvez me donner plus de liberté, éventuellement adapter mes horaires, vous libérer un jour ou 2 jours, voilà. Et malheureusement, voilà, ça n'a pas marché, ils sont un peu en retard. Je pense qu'ils sont en train là, ils n'ont pas le choix, ils sont en train de se reposer en question. Mais donc voilà, est-ce que c'est des choses que vous avez en tête ? Donc là, ça va au-delà de faire appel à des freelances, c'est plus pour vos salariés, leur offrir cette liberté au-delà du remote, etc. Christophe. Ouais, j'ai envie de dire plutôt 2 fois qu'une, c'est mon quotidien. En fait, et ce qui est intéressant, c'est que sur ces entreprises nouvelles, il n'y a pas de passif, où désolé. J'ai envie de dire tout est à créer. Et donc ce système-là, ce qui est assez génial, c'est qu'il est dans nos mains, qu'on le crée à mesure qu'on se développe. Alors c'est pas de tout repos, parce qu'il y a 4 ans et demi, là, quand j'ai rejoint, on était 250, là on est plus de 1000, sur des périodes de temps donc assez courtes. Et donc il y a toute la question d'à la fois structurer l'entreprise et la manière dont elle fonctionne, et en même temps assurer le quotidien au jour le jour. Et la beauté, j'allais dire, du système, c'est qu'on peut tester, essayer beaucoup de choses. Alors il y a des moments où on se plante, mais il y a des moments où en fait, quand je vous ai expliqué très brièvement le système de télétravail finalement qu'on avait mis en place, on a pu le faire. Nous, contrairement aux GAFA, on ne l'a pas fait du jour au lendemain, juste après le confinement, en disant on bascule en full remote. On a eu un système en fait qu'on a testé au fur et à mesure, de manière tous les 2 mois, en ajustant certaines choses. Les outils se sont développés, les mentalités ont évolué, les habitudes managériales aussi ont pu, j'allais dire, s'affiner au fur et à mesure. Et c'est une fois que tout ça a été relativement mûr qu'on a appuyé sur le bouton en se disant on est prêt pour y aller. Mais ça, c'est un domaine, mais c'est vrai à peu près dans tous les domaines, j'allais dire, de l'entreprise. Nous, on a développé ce qu'on appelle à la fois une vision business, mais une vision humaine, où on a vraiment l'envie, le souhait de mettre chacun à sa juste place et que chacun puisse développer tous ses talents dans l'entreprise. Et donc, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est des principes très forts, et notamment la volonté de créer le meilleur environnement de travail possible. À l'échelle individuelle, donc dans les équilibres entre vie pro, vie perso, un certain nombre de règles autour de la parentalité, de ce système de télétravail. Ce qui fait que maintenant, les gens peuvent factuellement aller s'installer où ils veulent. Mais c'est aussi à titre collectif dans les... J'allais dire... dans l'exemplarité managériale, dans la subsidiarité, dans la manière dont l'entreprise fonctionne collectivement. Et j'allais dire, j'essaye de développer un peu ma réponse par rapport à cette question, mais j'ai envie de vous dire, c'est presque mon quotidien d'essayer toujours d'optimiser cette vision humaine qui accompagne la vision business pour que les gens qui nous rejoignent vraiment soient heureux, épanouis et donnent leur maximum dans cet univers-là. La chance qu'on a, encore une fois, c'est que ces entreprises restent assez jeunes, alors avec les écueils quelquefois de la jeunesse, mais c'est-à-dire qu'on a entre nos mains
la possibilité de mettre en place, de tester ces systèmes. Si on se plante, de les corriger. Et on n'est pas encore dans des structures ultra lourdes. Mais la question, à mesure qu'on avance, c'est comment on fait pour aussi garder toute cette agilité. Et voilà. Et du reste, on monitor de manière très très précise l'engagement de nos salariés sur l'ensemble de leur vie au travail. Et ça va jusqu'au... Tu mentionnais le sens tout à l'heure, mais est-ce que c'est effectivement dans leur vie professionnelle c'est un univers où ils grandissent finalement. Voilà. Bon, nous avons le temps de prendre 2 ou 3 questions, pas plus, puisqu'il faut libérer à 17h. Monsieur, attendez le micro. Oui, ma question s'adresse à Monsieur Jump et Monsieur Hibou. Si vous me permettez de vous appeler comme ça, c'est juste que je n'ai pas retenu vos noms de famille. Vous mentionnez en fait le besoin d'indépendance comme un des drivers en fait qui fait fonctionner le système du portage salarial. Mais il me semble aussi que vous avez mentionné justement ce besoin d'appartenance auquel les entreprises traditionnelles ne répondaient plus. Je ne vous ai pas beaucoup entendu sur ce sujet. En fait, vous avez répondu par le système digital à un besoin de liberté. Mais qu'en est-il de la culture d'entreprise? Parce que vous êtes désormais employeur. Et est-ce que vous y travaillez et comment? Christophe, vous l'avez quand même mentionné à un moment donné, ce besoin d'appartenance. Alors, toi, tu es l'employeur, donc je vais te laisser répondre en premier. Non, effectivement, je suis complètement en phase avec ce point de se sentir membre d'une communauté. Je pense que c'est un élément qui est prédominant quand on devient indépendant. Et justement, alors, en ce qui nous concerne en tout cas, notre stratégie, c'est de s'adresser au grand public. Parce qu'en s'adressant au grand public, finalement, on arrivera à fédérer autour de notre modèle une communauté de plus en plus grande, et donc peser d'une certaine manière de plus en plus lourd, et donc de négocier des avantages de plus en plus intéressants. Ça, c'est vraiment les nouveaux codes, hein. On est au cœur de la question. Voilà, et donc effectivement, notre objectif à terme pour effectivement les indépendants qui rejoindront finalement notre famille, je dirais, c'est de leur donner des avantages qui seront par exemple, je ne sais pas, des places en crèche par exemple pour les familles. Ça pourrait être, et on l'a déjà d'ailleurs, des avantages sur des logiciels. Quand on crée son activité, on a besoin de s'équiper de différents outils. Voilà, donc plus on sera nombreux, plus on pourra peser en disant, voilà, on a des milliers d'indépendants avec nous. Eh bien, au même titre qu'une entreprise qui négocie, qui dispose d'un CE, eh bien, on pourra comme ça fédérer une communauté pour en tirer tous les bénéfices et tous les avantages. Mais ce n'est pas encore le cas. Vous attendez d'attendre une taille, ou c'est quelque chose qui est déjà inscrit dans votre business model? C'est déjà dans notre modèle, puisqu'effectivement, on a déjà des avantages sur des outils, notamment des logiciels. Mais effectivement, à terme, plus on sera gros, plus on pourra négocier des choses intéressantes. Donc c'est des choses qui vont s'étoffer, mais qui font déjà partie de notre positionnement. Mais moi, je pense que précisément, le fait de devenir indépendant, c'est accepter de perdre une partie de la culture d'entreprise que vous connaissiez en tant que salarié. C'est un des points. Alors nous, en tant que plateforme, on essaye d'animer cette communauté avec des meet-ups, des webinars, des soirées, des partenariats, etc. Et faire en sorte qu'il y ait une convergence en fait entre les membres de cette communauté. Mais je voudrais juste faire une remarque quand même par rapport à cette question, c'est qu'en fait, pour moi, on peut diviser le marché en deux. On a d'un côté les gens qui travaillent dans les métiers de service et qui, étant salariés, de toute façon, passaient leur temps en délégation chez des clients. Et donc le sentiment d'appartenance qu'ils avaient à leur employeur était finalement assez faible. Et en tant que freelance, ils vont peut-être retrouver finalement plus de cet esprit communautaire. Et ceux qui ne sont pas dans les métiers de service, pour lesquels la bascule sur un statut de freelance va être beaucoup plus brutale. Une dernière question, s'il vous plaît. Merci. Vous avez parlé justement des âges des entrepreneurs, de la difficulté pour les plus de 55 ans, par exemple, à trouver des missions. À l'inverse, quels sont pour vous les avantages et les inconvénients de se lancer très jeune en tant que freelance à la fin des études ou en début de carrière? Qui veut répondre? Christophe, Philippe, vous avez une idée? Non? Personnellement, j'ai aucun problème.
J'ai plus de 55 ans. Je crois même que j'ai plus de 60 ans. J'ai aucun problème. Je pense que j'ai un bon marketing de soi. J'ai un positionnement très original. Et il faut le travailler, ça. Il faut vraiment le travailler. Mais pour répondre en 2 secondes, moi je pense que très simplement, en fait, avant les gens devenaient indépendants, en tout cas dans les métiers de la tech, passaient 10-12 ans d'expérience. Et ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes diplômés école d'ingé en informatique, en fait, ils deviennent indépendants, ils deviennent freelance quasiment tout de suite. C'est juste l'offre et la demande, en fait. Donc c'est sa capacité à avoir des certitudes sur ses compétences, à intéresser le marché. Et précisément, les plateformes vous permettent en fait de tester un peu votre valeur sur le marché assez jeune. Et puis voilà. Pas d'autres questions? Allez, on se prend encore 3 minutes pour un mot de conclusion. Philippe, vous aviez la parole, vous commencez. Oui, alors un mot de conclusion. FAS, F2AS, Freelance as a Service. Imaginez-vous comme ça, Freelance as a Service, vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis de la plateforme. Christophe Dargny, Mano Mano. Moi, je reviens sur cette idée de convergence qu'on a évoquée et de liberté aussi. Et je pense que la clé, c'est de finalement bien se connaître et de savoir quel est le bon système pour soi. Maxime Boucher, Jump. Je conclurai peut-être sur un autre aspect du Future of Work qu'on n'a pas trop développé, qui est la gig economy et l'économie des plateformes. C'est aussi, alors j'ai l'impression qu'on a plutôt affaire dans cette assemblée à une communauté plutôt qualifiée, qui travaille plutôt sur les métiers de l'entreprise. On a aussi cette problématique des indépendants sur les métiers plus à la tâche, je dirais. Et donc, à ce titre-là, chez Jump, on s'adresse aussi, depuis ce mois-ci, à des professions, notamment de chauffeurs VTC, pour leur permettre d'exercer leur profession de manière beaucoup plus, on va dire, simple et beaucoup plus sécurisée. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il y a effectivement tout un pan de l'économie qui est peut-être encore plus précarisé d'une certaine manière et qu'il faut effectivement prendre en considération, et c'est ce qu'on va essayer de faire bravo, chez Jump. C'est un sujet sensible, ça, effectivement. Christophe de Bec de Lièvre. Moi, en guise de conclusion, ce que je dirais, c'est que je trouve que ce sujet est